Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député Ensemble pour la République, Renaissance des Yvelines. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA, les journaux de l'Est de la France. Bonjour Fabrice. Bonjour Oriane, bonjour Berger. Bonjour. Aurore Berger, on va évidemment parler des suites de la motion de censure et des consultations qu'Emmanuel Macron reprend aujourd'hui. Mais d'abord, un mot évidemment sur la Syrie. La Syrie qui tourne donc la page. Bachar el-Assad, renversé hier par des rebelles islamistes. La France salue la chute du dictateur. Jordan Bardella, le président du RN, lui, il parle d'une catastrophe géopolitique. Il appelle l'Union européenne à anticiper le risque d'un déferlement migratoire. Est-ce que vous partagez cet appel ? Déjà, il faut se réjouir de voir un régime qui est un régime absolument barbare et sanguinaire, qui a duré un peu plus de 13 ans, tomber. Ça, c'est une certitude quand même. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est justement de voir les réactions. De voir les réactions de l'extrême droite, y compris aussi mesurées de la part de l'extrême gauche. Il ne faut pas oublier ceux qui sont allés voir Bachar el-Assad pendant des années, alors qu'il était déjà ce dictateur sanguinaire. Et je crois que c'est très intéressant. Et est-ce qu'ils en viennent déjà à le regretter ? Une question qu'on peut se poser. Après, évidemment que la France et l'Union européenne et l'ensemble des démocraties sera extrêmement attentive à la suite qui pourra exister, de manière à ce que l'ensemble des minorités en Syrie voient enfin leurs droits être respectés. Il s'agit d'être vigilant par rapport aux chrétiens d'Orient notamment. Les chrétiens d'Orient, les Kurdes, je crois l'ensemble, encore une fois, des minorités. Je crois qu'on sort de 13 années d'un régime qui a été d'une barbarie absolue. Je parle des chrétiens d'Orient parce que vous savez que depuis Paris, comme depuis le Vatican d'ailleurs, c'était un sujet, le rapport à Bachar el-Assad. Évidemment, mais c'est pour ça que je crois qu'il faut que nous... Déjà, ce qui est quand même étonnant, c'est que certains ne soient même pas en capacité de se réjouir de la chute de celui qui a torturé son propre peuple, qui a contribué à une part de déstabilisation évidemment de la région pendant un peu plus de 13 ans. Et puis ensuite, il y a la vigilance que l'on doit avoir vis-à-vis de l'ensemble, encore une fois, des minorités, qu'elles soient minorités religieuses ou minorités ethniques, de manière, encore une fois, à ce que ça ne se reproduise pas. C'est sûr que quand vous voyez les talibans qui immédiatement félicitent les islamistes, il y a de quoi être interpellé et donc être extrêmement vigilant à la suite. La France doit se préparer à accueillir davantage de réfugiés syriens. Alors ça, c'est évidemment immédiatement ce que l'extrême droite a dit. Moi, je ne peux pas répondre par anticipation. Moi, ma question est de savoir si la France doit accueillir, à titre humanitaire, enfin diplomatique aussi. Je crois que la France doit d'abord, avec l'Union européenne, jouer son rôle dans la stabilisation de la région, et encore une fois, et dans le respect, comme je le disais, de l'ensemble des minorités, tant ethniques que religieuses, plutôt que d'espérer un exode. Je crois que l'enjeu, c'est un enjeu de reconstruction. C'est un enjeu de reconstruction politique, institutionnelle, économique, parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur un pays qui a fait table rase, qui a plus d'institutions du tout qui sont solides. Donc je crois que c'est d'abord ça l'enjeu qui est le nôtre, avant ici de s'inquiéter d'une éventuelle submersion migratoire, ou là de dire on accueille. Je pense que la question, c'est d'abord sur place. Je crois que les scènes de l'IS hier, de la part de Syriens. Je connais aussi un certain nombre de personnes qui ont dû s'exiler, c'est pas s'expatrier, qui ont dû s'exiler en raison du régime, qui au moins soufflaient et espéraient. Ils retrouvent aujourd'hui un espoir qu'ils avaient perdu pendant plus de 13 ans. On va parler des suites de la censure. Emmanuel Macron qui reprend ce matin ses consultations avec les élus et les parlementaires. Est-ce que vous appelez à la nomination d'un Premier ministre d'ici ce soir ? Rapidement, ça c'est une certitude. Mais je crois que le président de la République en est conscient, puisqu'il a tout de suite mené des discussions, des négociations, des consultations, parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation-là d'un gouvernement démissionnaire. Moi, je l'ai vécu, j'étais ministre à l'époque, et c'est vrai que ça a duré longtemps, parce qu'on était dans une situation totalement inédite et inconnue. Bon, la situation inédite, elle l'est encore, sauf que les négociations et les consultations, quelque part, se sont déjà faites, qu'on voit que certains, peut-être, sont enfin prêts à être plus responsables, à évoluer, à bouger, et je crois que c'est notre intérêt commun. Personne ne comprendrait que la droite comme la gauche restent complètement figés dans leur positionnement habituel, alors qu'on a besoin, d'ailleurs la sénatrice juste avant le disait, et elle a raison, on a besoin d'avoir une loi spéciale qui soit votée quoi qu'il arrive avant Noël, parce que sinon, concrètement, ça veut dire que l'État ne peut plus lever l'impôt, que les collectivités locales ne peuvent plus lever l'impôt, que les organismes sociaux, c'est ce qui fait notre vie au quotidien, c'est ces acronymes, mais qui derrière sont des services publics, la CAF, la CNAM, la CNAV, ne peuvent plus emprunter. Donc je crois que ça, il faut évidemment le résoudre très rapidement. Mais
Très rapidement, juste le Premier ministre, très rapidement, pour vous, c'est quoi la limite? C'est ce soir, c'est demain soir? Moi, je crois que vraiment, dans les heures qui viennent, le président de la République a l'intention de le nommer. Sinon, il n'enchaînerait pas, encore une fois, ces consultations-là. Est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est demain? Peu importe. Ça aura duré moins d'une semaine. Moins d'une semaine dans une situation quand même, là encore, malgré tout, qui reste inédite. Mais oui, je crois qu'il faut aller vite. Il faut aller vite pour rassurer les Français. Parce que je crois que ce qui les inquiète, c'est pas tant quel Premier ministre, mais c'est d'avoir un Premier ministre et se dire, OK, la vie politique, institutionnelle, elle continue. Rassurer les chefs d'entreprise, les artisans, les commerçants, les agriculteurs qui sont très inquiets par la déstabilisation économique aussi que la motion de censure engendre. Le choix du Premier ministre, quand même, est important. Bien sûr. Au-delà de la question du calendrier. Non, mais disons que c'est pas ça qui tracasse au quotidien les Français, si on est honnête. L'incarnation de ce nouveau gouvernement va passer par un Premier ministre qui rassemble, j'imagine. Le nom de François Bayrou a beaucoup circulé. Le centriste, ces dernières heures. Est-ce que sa nomination ferait sens, selon vous? En tout cas, il est extrêmement légitime. C'est un homme qui est un homme d'expérience, qui est un homme de rassemblement. Moi, on travaille avec lui main dans la main depuis 2017. Après, il a toujours gardé, et peut-être que c'est appréciable dans la période, une indépendance de vue et d'esprit. Il y a évidemment d'autres possibilités, d'autres noms qui ont circulé. C'est pas à moi de faire le casting. Ce que je souhaite, c'est... Non, mais est-ce que c'est la meilleure personne pour lui? Pour vous, est-ce que pour vous, François Bayrou, c'est le nom qui coche le plus de cases? Je crois qu'il est de manière évidente l'un de ceux qui le fait. Mais encore une fois, c'est pas moi qui vous dirais c'est lui ou c'est elle de manière certaine, parce que c'est pas mon rôle. Le rôle institutionnel et politique de nomination, c'est le président de la République. Et comme il l'a rappelé, c'est lui le président de la République et qui a vocation à présider, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin de son mandat. Mais est-ce que pour vous, il faut un Premier ministre du camp présidentiel ou est-ce que vous acceptez un Premier ministre de nouveau LR, voire PS? Je ne crois pas, en tout cas, à la fable du nouveau Front populaire qui serait de dire « on a gagné les élections ». En réalité, personne n'a gagné les élections en juin et juillet dernier. Personne. Parce que sinon, les situations elles seraient beaucoup plus simples. Il y aurait une majorité absolue, une majorité relative mais tellement large qu'il y aurait une évidence. Il n'y a pas d'évidence aujourd'hui. Donc il y a la nécessité d'un rassemblement. La question, c'est jusqu'où on peut rassembler les forces républicaines, démocratiques, et puis surtout qui ont envie de porter un projet ensemble. Parce que je crois qu'on ne peut pas juste dire aux Français, écoutez, l'objectif d'un nouveau gouvernement, c'est de durer plus longtemps que celui de Michel Barnier. Parce que ça ne fait pas une politique. C'est, OK, on constitue un gouvernement, mais sur quelle base électorale, sur quelle base programmatique surtout. Je crois que c'est ça qui intéresse les gens. C'est concrètement, ce nouveau gouvernement, il va servir à quoi? Il va faire quoi? Il va faire quoi pour l'agriculture? Il va faire quoi pour la consommation? On va venir sur le fond, mais le profil, il va dire beaucoup de choses de la coalition que vous êtes capable de former, parce que le nouveau Front populaire dit non, mais nous, on n'ira que si c'est un Premier ministre de gauche. Oui. Laurent Wauquiez dans le Figaro, alors lui, il semble plus ouvert, mais il dit quand même c'est mieux si c'est un LR. Marine Tondelier, ce matin, elle dit si c'est un Premier ministre du camp macroniste, qu'est-ce qu'on va aller faire dans cette galère? Vous voyez bien qu'en fait, si tout le monde avance de cette manière-là, en fait, personne n'avance. C'est-à-dire que si moi, je vous dis il faut forcément que ce soit quelqu'un issu de nos rangs, que la gauche dit il faut forcément quelqu'un issu du nouveau Front populaire, la droite forcément quelqu'un issu des LR, moi, j'ai pas ce mouton à 5 pattes ou plutôt à 3 pattes. Ça n'existe pas. Donc, à un moment, il va falloir que chacun fasse des compromis. Est-ce que ça peut être quelqu'un issu de nos rangs, mais qui a, comme on l'évoquait, une indépendance de vue et d'esprit qui fait qu'il sait discuter avec d'autres forces politiques? Est-ce que ça peut être quelqu'un issu d'une autre force politique? C'était le cas avec Michel Barnier. Il n'avait jamais quitté les Républicains et il a permis un élargissement, en effet, entre le bloc central et la droite. Et moi, je crois à cet élargissement-là et je pense qu'il faut évidemment le poursuivre parce qu'il y a une cohérence. Si on peut y adjoindre, encore une fois, une gauche républicaine, démocrate, laïque, réformatrice, qui a envie de se joindre à nous, pas pour épouser notre projet, puisque l'idée c'est quand même un compromis. Là aussi, personne ne peut dire c'est que mon projet. Ça ne marchera pas, mais il faut quand même qu'il y ait un projet qu'on partage. Vous pourriez soutenir un Premier ministre socialiste? Moi, je ne vois pas la légitimité aujourd'hui qu'aurait un Premier ministre socialiste. En fait, si quelqu'un vient en disant « je viens parce que je suis socialiste » ou « je viens parce que je suis issu du bloc central » ou « je viens parce que je suis issu de la droite », ça ne pourra pas marcher, parce qu'il aura l'ambition d'appliquer uniquement son projet. Il va falloir quelqu'un qui accepte d'ouvrir un peu les bras, d'élargir, de rassembler et de se dire ok, quelles sont les priorités absolues dans lesquelles sont le pays. D'abord, c'est la question budgétaire, économique, financière, la question agricole, parce qu'on ne peut pas continuer à retarder des avancées normatives qui sont extrêmement attendues sur le terrain par nos agriculteurs. Et puis après, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on sait se mettre d'accord, surtout sur 2-3 réformes clés? La lutte contre le narcotrafic, par exemple, la transposition du pacte asile-immigration. Parce que l'idée n'est pas de dire il faut absolument une nouvelle loi immigration, mais il faut transposer la directive européenne si on veut qu'elle puisse s'appliquer, et elle est quand même extrêmement utile. Vous parlez de la lutte contre le narcotrafic. Est-ce que vous êtes favorable à ce que Bruno Retailleau reste à Beauvau? Oui, moi j'y suis favorable.
Moi, je préfère le dire clairement parce que je crois que... C'est pas un frein au rassemblement ? Écoutez, c'est le ministre qui a su s'imposer dans l'opinion publique dans les 3 derniers mois. Et je crois en étant apprécié des Français. Donc, moi, je considère que ça aurait du sens, de la même manière que je ne vois pas pourquoi on devrait balayer l'ensemble des membres du gouvernement qui, depuis 3 mois, ont travaillé. Il y a des gens qui se révèlent. Enfin, Laurent Saint-Martin, qui est ministre du Budget, par exemple, je crois qu'il a fait, ce qu'on dit, il a fait le job. Il a réalisé des compromis, il a travaillé, puis il est immédiatement opérationnel. Voilà, et on a besoin d'aller vite, on n'a pas besoin de perdre de temps. Donc la question, le plus dur en politique, c'est toujours le casting. C'est ça qui prend le plus de temps. C'est pas ça qui passionne le plus les Français. Et surtout, ça empêche, à mon avis, beaucoup de réformes de pouvoir avancer. Est-ce que les Républicains doivent rester dans le socle commun ? Est-ce que vous faites encore confiance à Laurent Wauquiez ? Écoutez, je comprends qu'il y a des dissensions en interne. Moi, encore une fois, vous m'interrogez sur Bruno Retailleau, j'ai l'impression que lui considère que la coalition qu'on a commencé à construire, parce que c'est tout récent, c'est tout frais, elle a du sens. Je crois que Gérard Larcher, le président du Sénat, met aussi beaucoup d'efforts pour que ça puisse exister. Donc, si chacun est obsédé par sa propre conquête du pouvoir en 2027, à la fin, ceux qui en sont particulièrement obsédés, je pense, n'y arriveront pas. Donc, pour vous, Laurent Wauquiez, c'est ça ? Je vois bien... Trop d'égo pour 2027 ? Vous voyez bien les tactiques, vous les décryptez vous-même, de celles et ceux qui disent faut peut-être mieux pas rester au sein du gouvernement parce que ça serait peut-être plus défavorable pour ensuite autre chose. Et pour qu'autre chose existe, il faut déjà qu'on arrive à construire ici et maintenant. Et donc j'aimerais que chacun ait un peu plus de sens des responsabilités, chez nous, à droite, à gauche, et que la présidentielle ne soit pas l'obsession absolue. C'est peut-être un vœu pieux, mais j'espère que ça peut encore être possible. Oui, moi j'avais une petite question. Vous êtes un compagnon de route d'Emmanuel Macron. Longtemps, le LR, les socialistes ont été qualifiés d'ancien monde. Aujourd'hui, un appel leur est lancé pour élargir ce socle. C'est un aveu d'échec de devoir faire appel à eux aujourd'hui, ou c'est la finalisation de la démarche de recomposition politique, de votre fenêtre? Bon, déjà, on n'a jamais dit, on n'a jamais caractérisé l'ancien monde comme on n'a jamais dit « bonjour, nous sommes le nouveau monde ». C'est aussi médiatiquement que les choses se sont construites comme ça. Après, il y a eu une volonté des Français... Emmanuel Macron, il a quand même théorisé la fin des partis en 2016-2017. Pas des partis, d'un clivage tel qu'il existait. Et pas la fin des clivages. Se dire qu'il y avait un autre clivage qui pouvait aujourd'hui advenir. Et à la fin, les Français lui ont donné raison, puisqu'ils l'ont élu et ils l'ont réélu. Donc s'ils avaient envie que le clivage droite-gauche soit le seul qui existe dans notre pays, on ne serait pas là. Il n'aurait pas été élu et surtout, il n'aurait pas été réélu. Après, la question, elle n'est pas tant la recomposition, parce qu'on ne demande pas là, vu la configuration politique, aux uns et aux autres de nous rejoindre sur la base de notre projet. Ça ne peut pas être que notre projet. Mais on leur demande d'accepter de travailler ensemble pendant 1 an, 18 mois, 2 ans, de manière à ce qu'encore une fois, on donne de la stabilité politique, institutionnelle, économique au pays. Et je crois que c'est ça dont on a besoin. Et là, si on n'y arrive pas, mais je pense qu'on sera tous collectivement balayés, et que dans ces cas-là, on arrivera à créer une autoroute pour le Rassemblement national, parce qu'on dira, vous voyez, en fait, ils sont juste obsédés par l'élection présidentielle, obsédés par la répartition des postes, et donc ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur cette répartition des postes. Nous, Rassemblement national, on est des gens bien plus raisonnables et responsables. Il ne faut pas leur donner ce gain d'image, de responsabilité, alors qu'ils ont démontré l'inverse. Voter la motion de censure avec la France insoumise, avec la gauche, de la part du Rassemblement national, c'est la démonstration de l'irresponsabilité. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que là, dans une élection législative partielle, dans les Ardennes, alors que le Rassemblement national avait gagné il y a quelques mois, ils viennent de perdre, c'est Lionel Vibert qui redevient député Renaissance. Et donc ça montre qu'on peut battre le Rassemblement national dans les urnes, sur un projet, quand on a des personnes qui sont ancrées sur le terrain, et sans doute qu'ils ont été sanctionnés d'avoir voté la motion de censure. Et avec un barrage républicain, alors aujourd'hui la gauche est reçue par Emmanuel Macron à l'Élysée, les écologistes et les communistes, pas la France insoumise qui a refusé d'aller à ce rendez-vous. Qu'est-ce que vous en dites ? De toute façon, ils sont exclus d'eux-mêmes. Moi, vous savez, j'ai tenu une ligne qui était, je pense, très claire au moment des élections législatives, où j'ai considéré que l'arc républicain ne pouvait pas se faire avec la France insoumise. Parce que je pense qu'il y a des sujets qui ne sont pas négociables. La question de la lutte contre l'antisémitisme, le fait de reconnaître que les attaques terroristes du Hamas, c'était bien un groupe terroriste, la question des violences conjugales et intrafamiliales, bref, la liste, malheureusement, des outrances, elle est extrêmement longue de la part de la France insoumise. Et donc moi, je considère qu'elles ne peuvent pas être des partenaires
de facto, en plus, eux-mêmes s'en excluent, donc ça règle la question. Est-ce qu'il faut continuer à discuter avec le RN? Ou est-ce que Michel Barnier l'a trop fait et il n'aurait pas dû négocier avec eux? Mais je ne crois pas que la question se soit posée de cette manière-là. Quand vous avez 140 députés, RN plus le groupe d'Éric Ciotti, vous ne pouvez pas dire... Écoutez, on refuse par principe de travailler avec vous, alors que dans le même temps, la gauche lui promettait, quoi qu'il arrive, une motion de censure. C'est quand même ça qui s'est passé. C'est que la gauche unie avait dit au nouveau Premier ministre, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, quels que soient les compromis, on censurera. Dans ces cas-là, ça veut dire que soit vous étiez condamné en effet à la censure, et dans ces cas, Michel Barnier pouvait partir immédiatement, soit vous étiez obligé à un moment d'accepter de recevoir l'ensemble des autres. Mais hier, Yael Braun-Pivet, elle disait il faut entendre le RN, parce qu'effectivement, ils ont un groupe, mais il ne faut pas négocier avec eux. Est-ce que Michel Barnier est allé trop loin? Moi, je ne crois pas qu'il soit allé trop loin. Je pense qu'il fallait aussi démontrer la surenchère dans laquelle était le Rassemblement national. Parce que c'est ça qu'on a vu les derniers jours et les dernières heures. On a vu que quand le Premier ministre faisait un compromis, et il a fait des compromis y compris avec nous, parce qu'on n'était pas d'accord sur l'intégralité du budget. Il a fait des compromis avec la gauche, dont on a sans doute moins parlé, mais qui existent, notamment sur l'hôpital. Et quand il a accepté des compromis qui étaient aussi demandés par le RN, pas que par le RN, mais aussi par le RN, et bien immédiatement, il s'est passé quoi? On lui a demandé encore plus de compromis, encore plus de compromis, encore plus, rendant évidemment cela impossible. Il dit qu'il a... Vous l'estimez? Oui, je crois. Je crois que c'est quelqu'un d'intègre, de droit et d'honnête. Et moi, je rends hommage au travail qui a été le sien. Après, je pense il est arrivé dans une configuration politique presque impossible. Et là, je crois, oui, sincèrement et honnêtement, fait de son mieux, sans penser à lui-même d'ailleurs. Et ça, c'est assez rare en politique et je pense que ça se salue. Vous dites qu'il va falloir faire des compromis. Parmi les mesures demandées par la gauche, il y a l'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que là-dessus, vous êtes prête à faire des compromis, à revenir sur cette réforme en cherchant d'autres pistes de financement que les 64 ans? Alors, j'ai l'impression que ça bouge un peu, y compris au sein de la gauche. Si vous voulez, si chacun met en préalable des choses qui sont impossibles pour les autres, c'est le meilleur moyen que ça échoue. Si moi je leur dis, écoutez, on va faire immédiatement la réforme de l'assurance chômage, on touche à rien sur la question des retraites, on ne fait pas juste la transposition de la loi asile et immigration, mais on fait une nouvelle loi immigration, je rends le compromis impossible. Donc ça veut dire juste la loi immigration, vous y renoncez pour le début de l'année? Je pense qu'il faut la transposition de la directive, parce que ça on est tenu, vous le savez, par des délais de transposition et parce que ça nous protège. Mais pas de nouvelle loi immigration? En tout cas, si je le pose comme préalable, je sais que j'empêche tout compromis possible avec la gauche. De la même manière, si la gauche demande l'abrogation et de la réforme des retraites et de la loi immigration, elle rend impossible tout compromis et avec nous et avec la droite républicaine. Donc c'est là où je vous dis qu'il faut évidemment que chacun accepte des bouger. Et puis accessoirement, on a un enjeu budgétaire qui est majeur. Donc si on renonce à la loi, à la réforme des retraites telle qu'elle a été définitivement adoptée, j'aimerais bien savoir concrètement quelles sont les sources d'économie qu'on met en face et les sources de financement qu'on met en face, parce qu'il y a quand même les deux objets. Vous dites qu'il faut qu'on travaille 18 mois, 2 ans. Est-ce que ça veut dire que ce gouvernement de coalition, d'entente, s'il voit le jour, il doit aller jusqu'à la fin du quinquennat? Il faut qu'Emmanuel Macron acte la non-dissolution en juillet prochain? C'est un peu ce qu'il a dit. C'est un peu ce qu'il a dit dans son intervention télévisée. C'est-à-dire il a parlé d'un cap sur les 30 prochains mois. Donc pour vous, il ne faut pas de dissolution en juillet? En tout cas, le cap des 30 prochains mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, par rapport à ceux qui spéculent sur une éventuelle démission du président de la République, ça n'existe pas. Et heureusement, parce qu'on a besoin de stabilité des institutions et de la fonction présidentielle. Et ça veut dire que, à nous de démontrer qu'on n'a pas besoin de dissoudre. Moi, j'ai pas envie de repartir en campagne. Pas juste parce que je pense à moi, c'est pas la question, mais parce que je pense qu'on n'a pas besoin tous les ans de remettre la question sur l'ouvrage. Par contre, si on se rend compte qu'en fait, on est dans une assemblée impossible, où tous les 2 mois, tous les mois, tous les 3 mois, il y a un nouveau gouvernement qui tombe, qui est censuré, où le compromis est absolument impossible, alors malheureusement, la question peut exister. Moi, je comprends que le président de la République ne souhaite pas dissoudre à nouveau, qu'il souhaite justement qu'on arrive à créer pendant ces 30 prochains mois peut-être un peu plus de consensus et de compromis, sans abolir d'ailleurs les différences qui sont les nôtres. Si on n'y arrive pas et qu'on n'arrive pas à montrer cette responsabilité-là, on s'en reparlera en juillet ou en août prochain. Hier, Gabriel Attal a pris la tête de Renaissance. Est-ce que ça en fait votre candidat naturel pour 2027 ? Non, parce que de la même manière que je vous disais qu'on ne doit pas être tous obsédés par la campagne présidentielle, si nous-mêmes, déjà, on se met dans cette optique-là, ça ne peut pas fonctionner. Regardez les questions que vous me posez ce matin. Vous n'auriez pas envisagé de me les poser il y a 6 mois, il y a 3 mois. Jamais on n'aurait pensé que cette configuration politique, elle était devant nous. Donc il peut déjà y avoir beaucoup de
de changement et de bousculement d'ici la prochaine campagne présidentielle. Il y a d'abord les élections municipales avant, où là aussi vont se poser des vraies questions de recomposition politique, d'alliances politiques qui doivent pouvoir exister, peut-être de reconquête. Avec qui, juste parce qu'hier, dans son discours, il a eu une phrase, il a dit qu'il faudra qu'on ait des candidats communs avec des personnes avec lesquelles nous ne partageons pas tout. C'est qui ? De facto, sur des élections municipales, en général, il y a toujours des listes de rassemblement. C'est comme ça que ça s'est fait depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Mais je crois qu'on a besoin, encore une fois, nous, de s'ancrer localement. On a quand même plus de 4000 élus locaux. Et il faut évidemment qu'on continue à progresser pour ancrer aussi le projet politique qui est le nôtre. Parce que moi, je ne crois pas que notre projet, ce soit un attrape-tout. Je crois vraiment à la ligne politique sur le travail, sur l'Europe, sur l'écologie, qui doit pouvoir être la nôtre. Et après, oui, ça veut dire créer des alliances. Mais avec qui ? Ça va se décider au niveau. Mais uniquement avec le socle commun, c'est-à-dire des candidats communs Horizon, Modem, peut-être la droite. Si on part pas unis. Ou aussi avec le PS, par exemple. Ça peut être avec les LR aussi, ça peut être avec la droite républicaine, ça peut être avec le Parti socialiste ici, qui n'aura pas envie justement de s'allier avec la France insoumise. Et j'espère qu'ils ne souhaiteront pas d'alliance locale avec la France insoumise. Et je crois que là-dessus, ça doit aussi être une ligne rouge, c'est-à-dire aucune alliance évidemment avec l'extrême droite ou Éric Ciotti, mais aucune alliance aussi de la gauche avec la France insoumise. Et avec ce postulat de départ, oui, il y a sans doute des collectivités où on pourra travailler ensemble. Gabriel Attal, il a aussi dit « nous devons faire notre mue ». C'est ce qu'il a dit à propos de votre parti, à propos de Renaissance. Ça veut dire quoi, que Renaissance, jusqu'à maintenant, c'est un parti moribond ? Je pense qu'on a déjà un jeune parti, mine de rien, qui a été créé en 2016. Et en 2016, c'était En Marche. On était d'abord un mouvement politique. Vous le savez, il n'y avait pas d'adhésion formelle. On est devenu un parti politique avec Stéphane Séjourné. Et donc l'objectif, c'est qu'on est là, on a à la fois un enjeu politique national qui nous bouscule tous, mais on a un enjeu politique local qui est extrêmement important. Donc la mue, ça doit être pour moi cette mue-là, d'ancrage local, d'ancrage territorial, de manière à garantir qu'encore... Ça a été un échec jusqu'à maintenant, l'ancrage local de Renaissance ? Mais c'était très court. Vous voyez bien, on a eu des élections municipales en 2020, en plein ça Covid. Ça fait 8 ans maintenant que En Marche existe après Renaissance. Vous voyez, les élections municipales, c'était 4 ans après notre création, ce qui fait quand même très court pour implanter des candidats. Et en plus, dans des circonstances très particulières, souvenez-vous, le Covid, le décalage entre le premier et le second tour. C'était pas le meilleur moment pour arriver à faire advenir une nouvelle génération. Et malgré tout, on a plus de 4000 élus locaux. Donc ça veut dire que c'est possible. Mais je pense que oui, ça doit être une priorité absolue. Il a conclu son discours en disant « Je serai toujours libre ». Ça veut dire qu'il n'est plus un soutien indéfectible d'Emmanuel Macron ? Ça, c'est à lui qu'il faut poser la question. Comment vous l'avez compris, vous ? Moi, ce que je sais, c'est que notre parti existe parce qu'Emmanuel Macron l'a fondé. Et donc moi, ce ne sera jamais une insulte pour moi qu'on dise que je suis macroniste, parce que je suis lucide. Et je sais que sans lui, j'aurais pas été députée, j'aurais pas été membre du gouvernement. Et après, ça n'empêche pas d'avoir une indépendance de vue. Encore heureux, un parti politique, c'est pas une caserne, on n'est pas là pour tous penser la même chose ou tous dire la même chose. Et heureusement qu'on a quand même une liberté de ton, d'expression et d'opinion. Après, oui, je pense qu'il faut assumer une loyauté, une fidélité au président de la République. Gabriel Attal, il peut cumuler la présidence du parti, le secrétaire général du parti et la présidence du groupe. Yael Braun-Pivet, hier, elle a dit qu'elle était contre tout cumul des mandats, y compris celui-là. Moi, je pense que la question se posera sans doute dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Ce sera à lui d'y répondre, de savoir si les deux sont compatibles en termes d'organisation, de responsabilité, de temps aussi. J'ai été présidente de groupe à l'Assemblée nationale. Je sais à quel point ça exige d'être présent quasiment à 100% de son temps à l'Assemblée nationale pour que ce soit possible. Et dans le même temps, on a un parti politique, en effet, qu'il va falloir continuer à bâtir, à construire, et qui là aussi va être très exigeant en temps. Donc il va devoir lâcher un des deux ? C'est lui qui le décidera. Vous aimeriez devenir présidente du groupe, vous ? Voilà, c'est pas du tout... franchement, dans mes projets, j'ai eu la chance d'être élue, parce que nous, c'est une élection. C'est pas une nomination, hein, d'être président de groupe, comme de parti d'ailleurs. Et ça, je crois que c'est très important de montrer que nous, on est... Pour le parti, c'est assez facile qu'avec lui. Oui, mais enfin, d'autres auraient pu se présenter. Il y a eu un choix qui a été fait de la part d'Elisabeth Borne, qui était un choix d'union et de rassemblement. Un dernier mot oui, on n'a pas parlé d'Édouard Philippe. Mais qui lui a déjà bien commencé sa campagne et de façon totalement transparente. Vous le connaissez bien, en plus vous venez plutôt de la droite modérée, ce qui est aussi son cas. Vous pourriez être à ses côtés ? Oh là là, mais de la même manière que pour Gabriel Attal, vous pourriez me poser d'autres questions. Sauf qu'il est candidat, il est déjà affiché. Oui, mais parce que je comprends qu'évidemment, il veuille dès maintenant créer les outils pour une campagne présidentielle. Et je pense que c'est plutôt sain, en fait, d'assumer ses ambitions
pas faire semblant. On voit bien quelles sont les uns et les autres les ambitions présidentielles qui existent. Moi, je vous dis, je pense que c'est tôt. Ce que je note en tout cas, c'est qu'il a été en soutien de Michel Barnier, de manière très claire et très nette. Et je crois que là, il a surtout envie de faciliter la vie du prochain gouvernement. Et je crois que c'est ça notre objectif à tous. C'est d'avoir un gouvernement, non pas juste qui tienne, mais un gouvernement qui agisse. Et pour ça, on a besoin que chacun y mette du sien et ait envie que ça fonctionne. Merci Aurore Bergé. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.